Have struck in Dorval. De retour avec André Marcotte et Jean Boisvert, et ensemble, ils vont nous expliquer les 5 anneaux de pouvoir. Voilà, alors, bon, je te remercie d'être venu à notre émission parler des 5 anneaux de pouvoir. Tu es consultant et formateur depuis plusieurs années et tu as mis sur pied depuis quelques années cet atelier-là, les 5 anneaux de pouvoir. Pourquoi ce titre-là, les 5 anneaux de pouvoir? Les 5 anneaux, c'est que je me suis inspiré un peu des 5 plans, si je peux les diviser ainsi, là, pour simplifier. Les plans physiques, émotifs, mental et psychiques qui sont interconnectés avec le plan divin ou notre âme, notre flamme éternelle. Alors j'essayais de trouver une façon de le symboliser pour que ça se tienne, pour que ça soit vivant aussi. Alors les 5 anneaux de pouvoir, c'est un peu, ça symbolise ces plans-là qui sont un peu une représentation de l'être. Dans sa globalité, quoi. Oui, exactement. D'ailleurs, tu as fait un genre de diagramme, là, on va le montrer, je pense, à la caméra, sur ces 5 anneaux de pouvoir-là. Peut-être que ça va plus expliquer un peu aux gens comment tu fonctionnes exactement. Dans un premier temps, tu en as fait un, le plan physique, qui était représenté par le guerrier. Oui. Peux-tu nous parler un peu de ça? Quand je parle, je vais parler du guerrier et des autres un peu, j'utilise les qualités fondamentales de ces archétypes-là. Le guerrier, on parle souvent de la force, du courage, de la bravoure du guerrier, mais c'est de la bravoure et du courage de s'épanouir sans frontières avec soi-même. Alors, dans ce sens-là, ces qualités-là peuvent être importantes si on veut harmoniser notre présence divine. C'est dans une dimension constructive et non pas destructive. Voilà, c'est le guerrier pacifique, comme on l'utilise souvent. Alors, c'est un peu l'aspect de concrétiser notre démarche intérieure ou notre spiritualité, et jusque dans le physique, jusqu'à être bien groundé dans notre corps, pour que notre tête puisse rayonner comme un arbre, un peu les racines et les feuilles de l'arbre. D'ailleurs, je te disais qu'on en parlait déjà auparavant, comment c'est très en harmonie avec la graphologie, parce que tu as mis le côté physique en bas. Ça rejoint les jambages là, au niveau de la graphologie qui sont bien groundés, comme tu dis. Oui. Et ensuite, tu as un autre qui est le plan émotif que tu as représenté par le chevalier. Oui, le chevalier symbolise la noblesse intérieure, la noblesse des émotions qui sont vouées à une cause, à la cause de l'éveil spirituel. Le chevalier aussi, symboliquement, chevauche un cheval. Le cheval, dans plusieurs enseignements, représente les émotions de l'être humain. Alors, le chevalier, dans ce sens-là, est une forme de maîtrise des émotions, pas dans le sens de les confiner, mais dans le sens de les orienter, de les diriger, un peu comme chez les enseignements de Gurdjieff qui disait que le cocher doit être en contrôle de tout le véhicule quand il se déplace. Alors, les émotions, c'est un peu dans ce sens-là, et ça laisse la place aussi à toute la poésie, à l'art chevaleresque. Alors, le chevalier était capable de rencontrer, bien sûr, ses confrères, ses consoeurs pour discuter des rôles dans la société, mais il était aussi symboliquement un poète à travers tout ça. Il était attiré par la musique, il avait tout le concept un peu de l'art à travers les émotions. La dimension conquête, autant la conquête de d'autres places, de d'autres plans, ou la conquête de sa bien-aimée, ça va bien avec les émotions. De sa bien-aimée et de sa quête spirituelle, la quête du Graal, si on peut l'appeler ainsi. Ensuite, un autre plan, le plan mental qui était représenté par le génie. Oui. Le génie, j'ai eu de la difficulté à trouver ce terme-là. Il pourrait changer, c'est pas gelé dans la glace, ça, là. Mais le génie symbolise un peu l'inspiration, la capacité de concevoir tout ce qui est abstrait et de le mettre en lumière. Dans ce sens, si je prends en référence à un personnage très connu, un génie, un physicien du nom de Einstein, qui était aussi un grand mystique à travers toute sa quête, sa démarche dans la science. Alors, c'est que le génie n'est pas dissocié de la quête intérieure. Le génie est en accord avec toute chose. Les grands scientifiques de nos jours, ce sont bien sûr des êtres qui sont capables de concrétiser dans la matière, justement, la démarche de notre humanité. Alors, le génie est important dans ça. Puis j'en parle un peu dans le sens de l'intelligence et la curiosité d'apprendre et de mettre en œuvre, un peu comme dans l'attitude de l'enfant aussi qui est curieux, qui veut découvrir les merveilles de notre univers. Donc, le lien à la connaissance, l'aspect connaissance, c'est important aussi. Et l'autre, le quatrième plan, qui est le plan psychique, tu l'as représenté par le chaman. Oui. Le chaman, parce que très jeune, ou en tout cas dans mon adolescence particulièrement, j'ai été propulsé dans les dimensions qu'on appelle psychiques.
J'ai dû vivre certaines expériences et j'ai pas eu le choix de constater qu'on vivait simultanément dans des univers parallèles. Et ces différentes expériences-là m'ont fait voir que si je veux être un être humain global, complet, le plus harmonieux possible, je dois aussi intégrer ces dimensions-là qui font partie de ma présence, qui sont mes corps subtils, qui sont mes capacités, qui sont mes perceptions extrasensorielles. Et symbolisé par le chaman, c'est que le chaman, c'est un peu un guérisseur, c'est un peu quelqu'un qui va utiliser les pouvoirs de la nature, les forces de la nature. Un peu comme le magicien dans les cartes du tarot, quoi. Oui. Celui qui manipule l'énergie, puis c'est autant subtil. Un peu comme Merlin, peut-être, dans certaines philosophies. D'accord. Et le dernier rond, ou le dernier cercle, le cercle de pouvoir, qui est peut-être le plus important, qui est la source des autres, qui est le cercle qui est lié à l'essence spirituelle. Oui. J'ai pas voulu lui donner d'autres noms. Il est assez ouvert, celui-là. D'ailleurs, il n'avait pas le choix d'être ouvert. C'est un peu notre flamme éternelle à chacun. Chacun le vit à sa façon. Marie-Lise Labonté, tout à l'heure, en parlait d'une certaine façon. C'est notre connexion éternelle avec notre divinité. Et à partir de là, on pourrait le nommer de multiples façons. Ça fait des millénaires que les humains le font, vont continuer à le faire. C'est une expérience très personnelle. Et dans le but de ces anneaux-là, c'est de permettre une harmonisation sur les 4 plans principaux de notre vie humaine pour laisser la place à cette étincelle divine-là pour rayonner le plus harmonieusement qu'il nous est possible. Dans chacun de ces plans-là. C'est ça. Okay. Puis on voit ici sur le diagramme, tout à fait, qu'il y a 3 personnages alentour de l'âme, ou comme tu dis, l'essence de l'être, et qui ont des positions, des figurines très particulières, puis qui ont un sens, là-dedans. Tu peux nous en parler un peu? Ça, c'est la synthèse d'une vingtaine d'années de démarche personnelle, d'intégration. Puis je me suis rendu compte, pour simplifier ma communication, parce que j'aime communiquer, c'est évident, je ne serais pas ici sans ça, et qu'il y avait des principes fondamentaux pour que l'étincelle divine puisse être la plus présente possible dans ma vie. La première, c'est de se centrer. Alors, c'est symbolisé par le personnage qui est assis en méditation. Qu'on peut voir sur le diagramme. Oui, c'est ça. Si je suis centré sur mes plans, ben, mon étincelle divine va mieux passer. C'est comme un entonnoir qui est bien dégagé ou un prisme qui est bien propre. La lumière passe clairement après, dedans. Le personnage qui est en position un peu de l'étoile à 5 pointes symbolise l'harmonisation et l'affirmation de l'être dans ses propres énergies, dans ses propres plans. Et le troisième personnage symbolise l'actualisation de ça dans le monde. Comment est-ce que ma présence, mon étincelle divine est en mesure d'être à point, à date, avec ce qui se doit d'être fait ici, maintenant. D'accord. Donc le côté plus concret, là. Oui. L'action dans le monde, que ce soit mes objectifs personnels ou peut-être des objectifs collectifs aussi, parce que toute démarche individuelle de spiritualité mène éventuellement à la conscience globale, à la conscience cosmique. Alors, à un moment donné ou à un autre, l'être est propulsé dans la société pour collaborer à cette grande manifestation de vie. D'accord. Puis au niveau les modalités de ton atelier, tu donnes ça, un atelier de 3 rencontres, d'une rencontre de 3 heures, une par mois, c'est ça? Oui. Et, bon, disons que avec les personnes, tu établis les objectifs, les besoins, puis un suivi, un genre de retour entre les rencontres, puis tu donnes aussi, je pense, un genre de travail à faire sur soi entre les rencontres. À chaque mois, oui. C'est ça. L'important de ça, je me suis rendu compte que c'était important d'avoir une intégration progressive, de se donner de petits objectifs, que ce soit au niveau des techniques de méditation, de visualisation ou de travail sur soi, d'observation, de développer notre témoin. Et on s'en donne pendant un mois. Chacun s'y donne à sa mesure. Il ne reste pas beaucoup de temps. On va juste préciser que si les gens sont intéressés à aller à ton atelier, les 5 anneaux de pouvoir, le prochain qui se donne le 26 février, ils peuvent contacter Verso Québec pour avoir tes coordonnées. Donc, on te remercie beaucoup. Merci. Merci, Jean. Alors, pour changer un peu, un autre